À toi, Michel. Donc, ah non, psychiatre, il n'est que psychiatre. Je, je ne suis que psychiatre adulte, voilà, mais je m'intéresse à la périnatalité depuis longtemps, un petit peu par accident au départ, puisque je suis passé en quelques jours de la gérontopsychiatrie à la pédopsychiatrie, on va dire, en tout cas de la psychiatrie de la périnatalité, avant que ça s'appelle de la périnatalité, puisque on faisait du domicile et on s'occupait des mères psychotiques, voilà, ayant des jeunes enfants à domicile. Et c'est comme ça que je suis rentré pendant 25 ans dans la périnatalité. Bien, alors au nom de l'URPS, je souhaite d'abord la bienvenue à nos confrères et à nos collègues présents dans cette salle, ainsi que ceux qui nous suivent à distance. Les premiers mois de la vie sont une période particulièrement importante pour le développement du bébé et de son futur. C'est souvent également une période de bouleversement et de découverte pour l'enfant comme pour ses parents. Chaque professionnel de périnatalité est alors un observateur majeur qui va croiser son regard, avec le bébé, les parents et les autres professionnels. Les signes de la souffrance psychique, du nourrisson ne sont pas toujours évidents à déceler et à interpréter. Nous pourrions dire, au début était le corps. Dès la naissance, le corps du bébé est projeté dans un univers qui s'occupe et se préoccupe de son corps. Dans les meilleures circonstances, il vit les premiers échanges de regards et d'apaisement au contact du corps de sa mère. Son corps est rapidement soupesé, évalué, sous le regard inquiet des parents. Le nourrisson, je fais en alternative nourrisson-bébé pour satisfaire mes confrères pédiatres qui parlent du nourrisson et nous du bébé. Le nourrisson s'exprime par son corps et par ses appels. Sensible à son environnement, il ne lui manque que la parole pour exprimer son ressenti. La découverte et l'interprétation de ce qui lui arrive progressent de jour en jour. Dans les premiers temps de la vie, son corps est le lieu d'expression de ce qu'il ressent, allant de la détresse au bien-être. Son esprit, sa personnalité sont encore des énigmes, et ceux qui l'entourent guettent ses expressions corporelles comme les indices de ce qu'il vit ou de ce qu'il pense. Autour de lui, le berceau humain se construit en fonction des péripéties de la vie. Pour aider les praticiens à repérer et à prendre en charge la souffrance psychique du nourrisson, ainsi qu'à pouvoir accompagner les parents, l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes des médecins libéraux propose ce deuxième colloque ayant pour thème général les premiers temps de la vie. Aujourd'hui, nous parlerons des enjeux de corps dans la souffrance psychique du nourrisson. Ce colloque est issu d'un travail collectif d'élus et de sympathisants de l'URPS, des professionnels du réseau de périnatalité psychique du Rhône, et bien sûr d'autres professionnels de la petite enfance, ainsi que de notre équipe administrative, dont Adeline Loiseau est ici présente comme chargée de mission, Corinne Lecomte qui nous aide à l'extérieur pour l'administratif. Et bien sûr Jean Stagnara, pédiatre vigilant voilà, sur nos actions. En janvier 2025, nous avions déjà organisé un premier colloque qui est concerné essentiellement toujours sur les premiers temps de la vie, donc des regards croisés sur les signes de souffrance psychique du nourrisson. Dans les suites de ce premier colloque, il nous semblait important de ne pas s'en arrêter là et de continuer notre partage clinique pluridisciplinaire face à la souffrance psychique du nourrisson. Ce matin, donc, nous échangerons les regards des professionnels bienveillants et soucieux suite à des observations attentives des signes physiques et psychiques pour le nourrisson, et je laisse la parole à tout le monde.
Merci Michel. Alors le coup du pédiatre vigilant, j'adore, ça me va très bien. Car c'est vrai que s'il y a un mot clé qui me paraît important, c'est d'être vigilant et je crois que nous le devons pour les petits patients que nous allons suivre. Oui, je veux bien voir la diapo suivante qui montre voilà, ce qui va se passer. Donc, nous allons donc commencer les premiers échanges qui s'appellent autour de la souffrance psychique, hein, le corps comme expression de la souffrance psychique. Donc, je demande à venir à Léla Habib, qui est pédiatre à Saint-Étienne. Si tu veux venir, Léla, tu es là. C'est toi qui passes en premier, tu peux te mettre là. Léla est donc une brillante pédiatre, élue URPS médecin, très active, il faut le reconnaître. Et ce qui va bien, c'est que son loisir préféré, c'est le trekking. Donc, je pense que ça va bien avec sa morphologie, si j'ose dire. Magali Chatania, qui est psychomotricienne, si elle veut s'avancer et se mettre peut-être à la table là-bas, oui, ou à côté. Et ensuite, je vous extrai le micro. Et puis, Magali travaille dans le public et le privé, puisqu'elle travaille à Givors et elle a un cabinet à Lyon. Et elle fait du yoga. On fera peut-être une démonstration tout à l'heure. J'ajoute que nous avons alors donc Stéphanie Quintin qui est qualifiée de discutante, donc tu pourrais te mettre là-bas si tu veux, et qui est donc pédopsychiatre libéral à Lyon, et qui ne fait pas de l'échinothérapie, mais au contraire qui monte à cheval et qui nous fera peut-être part de son expérience à l'occasion. Je laisse la parole d'abord à Leïla, si tu veux bien. J'ai oublié de vous dire, vous l'avez peut-être remarqué, je suis le timekeeper, donc je suis très sévère. Pas de souci. Donc, je suis le docteur Habib, je suis pédiatre dans la Loire. Je suis basiquement, enfin, initialement, j'étais hospitalière, maintenant je suis en ville, et enfin, voilà, ça m'a permis un peu de connaître les deux activités et d'aborder la médecine différemment. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la souffrance psychique de l'enfant, du nourrissant. Et systématiquement, chaque fois qu'on aborde ce problème avec les mamans, surtout avec des nouveaux bébés qui sont des anges, qui n'ont pas de passé, voilà. Les parents, la question c'est, mais pourquoi diable mon enfant serait-il en souffrance? La souffrance, elle est pas inhérente au bébé, elle est due à tout le vécu en anténatal et en postnatal. Les deux responsables de le côté psychosomatique de la souffrance physique, c'est le cortisol et les amygdales. Le cortisol, maintenant, c'est connu, on en parle, c'est l'hormone de la souffrance. Quand vous êtes en souffrance psychique et que vous pleurez, vos larmes sont pleines de cortisol. Quand on les analyse, quand vous recevez le gros diamant et que vous pleurez de joie, vos larmes, c'est de l'eau salée toute simple. Donc, chaque fois qu'on est en état de stress ou en souffrance, il y a une grosse fabrication de cortisol qui va activer les amygdales. Les amygdales, c'est une partie de notre cerveau. Elle est constituée de neurones qui vont devenir de plus en plus excitables et fabriquer les effets secondaires du stress si elles sont trop stimulées. Le stress en soi, il est bien, c'est ce qui nous permet d'avoir une réponse vigilante pour sauver nos vies. Mais quand c'est en excès ou ça dure trop longtemps, ça devient délétère. Donc, la suivante. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. De toute façon, les études ont montré qu'un excès de cortisol, il va rendre les amygdales excessivement stimulable avec une réponse de plus en plus potentielle en fonction de la durée du stress. Alors, la suivante. Alors, d'où vient ce stress? Le stress, ça commence
finalement, on dit en anténatal, mais le stress peut être finalement dû à toute la vie de la maman. Winnicott, il a dit que la grossesse, c'est un état de transparence psychique pour la femme et que si ce n'était pas la grossesse, on aurait dit que c'est un état psychiatrique. Pourquoi il a dit ça? Parce que finalement, on peut être une femme adulte, responsable, avec tout est bien carré et tout, mais quand on tombe enceinte, c'est toujours la petite fille en nous qui réagit et qui doit gérer toutes les situations. Donc, tout ce qui se passe pendant la grossesse, qu'il soit franchement traumatisant, quelqu'un qui se fait agresser, qui perd son job, un deuil, ça peut être n'importe quelle situation, l'isolement, ça va créer un stress et cette fabrication de cortisol va exciter de plus en plus l'amygdale du bébé. Donc, en postpartum, il y a la souffrance, il y a la naissance qui est un moment que moi je trouve traumatisant pour le bébé parce qu'on est là, on le compresse. Mais en plus de ce côté physique, il y a la souffrance fœtale et ça a une action sur le bébé. D'ailleurs, les bébés qui naissent dans une grosse souffrance fœtale, ils ont un regard hyper dur. Je ne sais pas, pour ceux qui ont assisté, qui sont en salle de travail, ils ont un regard hyper dur. Ils sont pâles, ils sont mous. Et donc ça, c'est une réaction au cortisol sécrété pendant l'accouchement. J'espère que, je trouvais que ce bébé avait un regard bien dur. Alors, comment peut-on se rendre compte que son enfant est en souffrance? Donc, l'enfant va manifester ses souffrances par son corps. Les manifestations de la souffrance, ça peut aller d'une extrémité à l'autre. Ça peut être un enfant qui est hypertonique comme ça, qu'on peut pas contenir, qu'on ne peut pas prendre dans ses bras. Ou finalement, les mamans, elles se sentent rejetées quand elles essayent de prendre le bébé et que lui, il est complètement comme ça. L'enfant peut être mou, il peut être comme ça, moi, quand je les vois, on a l'impression qu'ils vont boxer. Quand tu les examines, ils sont avec les poings comme ça. Ils peuvent, pas toute manifestation corporelle, comme je dis, ça va de l'hyperextension à l'hypotonie. Ça peut être dans les interactions, c'est où un bébé qui a un regard fuyant, et ça, il n'y a pas plus dur, en tout cas pour une maman qu'un enfant. Bien sûr, je ne parle pas des troubles du neurodéveloppement et tout ça, je parle que des... L'enfant peut avoir des pleurs inconsolables et toute maman, c'est assez difficile d'être devant un enfant qui pleure et qu'on n'arrive pas à le calmer. C'est quelque chose qui vient encore augmenter notre stress, en tout cas le stress maternel. Ça peut être, n'importe, de l'hyporéactivité, en tout cas, je vais les faire comme ça. Et ça peut être aussi de l'hyperadaptation ou de l'hypervigilance. Je me rappelle une fois, j'avais une maman, je faisais le vaccin. La maman avait une grosse dépression. Le gamin, je explique, je le pique. Il commence un peu à regarder sa mère et il se tait. Je n'ai jamais eu une vaccination sans réaction, ni de retrait de pied, ni de hurlement, ni rien du tout. La manifestation, ça peut être aussi dans les besoins de l'enfant. Ça peut être des troubles de sommeil ou c'est des enfants qui mangent et qui dorment et qu'on n'entend pas. Les parents disent « Ah on peut l'oublier ». Ça peut être des enfants d'ailleurs qui ne réclament pas à manger. C'est la maman qui va aller le réveiller. Ça peut être des troubles de l'alimentation avec reflux, troubles du transit, coliques, refus alimentaire. Alors, comment on peut faire pour aider ce couple parent-enfant? Moi, en tout cas, avec surtout l'exercice de ville,
à l'hôpital, ce n'était pas quelque chose qu'on gérait parce qu'on était dans la maladie. Mais dans l'exercice de ville, je me suis rendu compte que l'interrogatoire, c'est l'élément clé pour déterminer est-ce qu'il y a une cause de souffrance et comment on peut aider la maman. À l'interrogatoire, il faut rechercher toutes les traumas. D'abord, lors de l'entretien prénatal avec la sage-femme, mais des fois, ce n'est pas fait. Et lors des premières consultations des nouveau-nés, je pense que aussi quand il y a des grands prémas, il faut que cette chose se fasse, que ça soit étayé pendant l'hospitalisation de l'enfant. Et quand on voit qu'il y a un problème, soit parce que la maman le rapporte ou parce que nous, on le constate, il est très important de prendre en charge l'enfant. La prise en charge, c'est voilà, discuter, laisser la maman exprimer son vécu et se faire aider par les spécialistes autour de nous. Il y a les psychologues et nous, par exemple, à Saint-Étienne, on a des psychologues en ville qui se sont spécialisés dans la période périnatale ou quand il y a des troubles psychiatriques chez la maman, il faut se faire aider par un pédiatre, un pédopsie. Quand les manifestations sont somatiques, l'hypotonie ou toutes les manifestations du mal-être de l'enfant par son corps, normalement, on fait appel à psychomote et au kiné en fonction de la situation. Ce que je trouve désolant, c'est que la psychomotricité n'est pas prise en charge et qu'un bilan, c'est 400 à 500 balles, une séance, c'est 50 balles et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je suis dans une ville où les gens sont pauvres. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut accompagner les mamans dans l'expression de leur souffrance. Et ce qu'on discutait tout à l'heure, l'interrogatoire, moi, j'ai changé mon interrogatoire depuis que je suis en ville. Au début, je dis, est-ce que la grossesse s'est bien passée? Finalement, si on estime que la grossesse, c'est le fait de mettre au monde l'enfant, les mamans disent oui. Mais après, quand on revient sur cette période, on se rend compte qu'il y a des moments qui sont très traumatisants, que ce soit pendant la grossesse ou quand la maman était elle-même enfant avec des histoires abandonniques ou tout ce qu'on veut. Et puis, il faut aussi prendre le temps pendant la consultation pour vaincre un petit peu la résistance anti-psy. Et c'est le plus difficile. Je sais très bien que les consultations, elles sont pas... On n'est pas Dumbledore, on n'a pas le temps d'allonger le temps. Mais moi, je prends ce temps-là, ça me met en retard, tout le monde est mécontent, mais ce n'est pas grave. Cette résistance anti-psy, elle est je pense parce que quand on demande aux parents d'aller voir le psy avec leur enfant, ils ont l'impression qu'on les traite, qu'on dit que c'est de mauvais parents qui ne savent pas faire, alors que c'est tout simplement une circonstance de vie qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué pour l'enfant qui a été la maman pour gérer son rôle de mère. C'est compliqué pour le vécu pendant la grossesse, quel qu'il soit à parcours de soins, qu'il soit traumatique, qu'il soit abandonnique. Et je pense que j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole donc à Magali. Et c'est très bien parce qu'il y a un bon passage au témoin, parce que visiblement, il y a un désaccord sur le prix de la psychomotricité. Hein. Oui, bonjour. Oui, au niveau du bilan en psychomotricité, on est plutôt entre 150 et 200 euros. Oui. Sur Lyon. Je vous enverrai mes patients. 400, c'est plutôt du côté des bilans neuropsy. Bon, alors, avant d'évoquer les indicateurs chez le bébé qui peuvent nous alerter en tant que psychomotricienne et de vous proposer très brièvement les axes de travail que l'on pourrait définir,
peut-être se préciser pourquoi un pédiatre, par exemple, indiquerait plus à une kiné qu'à une psychomote ou à une psychologue, pour reprendre la fin de la présentation du docteur Abid, et donc en fonction de quels signes cliniques. Laïla Abid, elle propose le terme de trouble somatique pour motiver une indication à la fois kiné ou psychomote. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément les termes qu'on utiliserait, Louison par exemple, kiné ou moi. Donc, à la préparation de ce colloque, on se disait que cette question, elle est apparue et on s'est dit, ah, tiens, moi je le dirais peut-être un peu différemment. Donc voilà, je propose d'en dire quelques mots rapidement. Donc, alors attendez, c'est ce truc-là. Quels adressages pour quels professionnels? Non, c'est pas ça. Ok. Donc, c'est une question qui n'est pas si évidente parce que pour le tout petit, nos champs de compétences présentent des chevauchements. Et moi, cette question, elle me parle d'autant plus qu'en tant que psychomotricienne, on peut avoir des indications communes entre kiné et psychomote du côté des troubles moteurs et avec les psychologues du côté, par exemple, des troubles des interactions précoces. Donc, j'ai essayé de vous proposer quelques repères. Louison m'a aidé du côté kiné. Donc, voilà, l'idée, c'était de poser des jalons. C'est loin d'être parfait. Voilà, il y aurait beaucoup plus de nuances à ajouter. Et il y a des choses d'ailleurs que j'ai enlevées parce qu'il fallait que ça rentre dans le tableau. Mais l'idée, c'était d'avoir un peu l'essence de chacune de ces trois professions. Donc, comme vous le voyez, voilà, l'idée, c'est la spécificité de chaque approche et des symptômes d'appel, mais malgré les points de rencontre, mais en réalité, il y a toujours des enjeux mobilisés parce qu'on sait qu'au psychisme, c'est complètement intriqué. Donc, par exemple, une difficulté motrice aura forcément des effets plus ou moins importants sur le développement plus global de l'enfant, et puis également sur la manière dont les parents vont percevoir et rentrer en relation avec leur bébé en fonction de leur vécu, de leur propre fragilité. Donc concrètement, si un bébé semble présenter un retard dans ses acquisitions motrices, est-ce qu'on va plutôt du côté psychomote ou kiné? Si un bébé se montre irritable, hypertendu avec des parents anxieux, est-ce que c'est plutôt psychomote ou psycho? Donc moi, je ne vais pas parler à la place de mes collègues, hein, peut-être qu'on pourra en rediscuter, mais moi, je dirais que ça dépend de plusieurs facteurs en lien à la fois avec les symptômes d'appel qui sont au premier plan, les manifestations corporelles du bébé, de quel ordre elles sont, la santé psychique des parents et puis la qualité des interactions précoces. Et puis l'approche parfois la plus juste, elle sera plurielle, ce ne sera pas l'un ou l'autre, ce sera les deux, hein, parce qu'il y a une complémentarité de nos accompagnements qui sont bien sûr ni équivalents ni interchangeables, mais bien spécifiques et propres à chaque discipline. D'où l'importance que chaque professionnel connaisse bien son propre champ de compétences et ses limites, et puis le champ de compétences des collègues pour pouvoir ne pas prendre la place de l'autre et pour pouvoir réorienter si nécessaire. Alors, je vous propose maintenant le regard d'une psychomotricienne, si on peut dire, sur les indicateurs qui peuvent nous alerter avec très brièvement quelques axes de travail. Donc, bon, j'ai classé ça en deux grandes catégories, on va dire, par rapport à ma pratique et à MNIC. Donc, je vais d'abord aborder les troubles dans les premiers rythmes, et puis ensuite les pannes et les troubles dans l'organisation psychomotrice du petit. Donc, au niveau des troubles dans les premiers rythmes, voilà, c'est important de pouvoir être alerté sur les difficultés autour du nourrissage. On en a parlé, mise au sein, rythme des tétées, reflux, sevrage. Il y a également les difficultés d'endormissement, de sommeil, et puis effectivement les pleurs jugés excessifs, inconsolables, incompris parfois par les parents. Chacune de ces difficultés rencontrées, elle va engager toute la psychomotricité de l'enfant et du parent, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions corporelles, sensorielles, psychiques et relationnelles qui seront engagées. Donc, si par exemple, on s'arrête un instant sur les difficultés autour du nourrissage, on peut dire que nourrir son bébé, que ce soit au sein ou au biberon, hein, c'est s'ajuster à son corps, à son rythme, c'est s'engager dans un dialogue tonico-émotionnel, donc entre tout ce qui circule au niveau tonique, au niveau affect, et ça ne va pas forcément de soi. Les difficultés rencontrées, elles sont importantes à identifier comme des difficultés d'accordage, et ça peut être vraiment précieux de pouvoir faire appel à un professionnel pour proposer un accompagnement, une écoute, des guidages éventuels, des ajustements, des prises d'appui pour que ces obstacles rencontrés ils restent ponctuels. Ensuite, les difficultés autour de l'endormissement et du sommeil, c'est important de considérer ça comme un symptôme toujours interactif. Le sommeil, c'est un indicateur sensible de l'équilibre psychique et corporel du bébé, mais sa qualité, elle va parler aussi de ce qui se joue au niveau des interactions. S'endormir, c'est se relâcher au niveau tonico-musculaire. Donc, en séance, en psychomotricité, on peut travailler sur ça, aider le bébé à se relâcher. S'endormir au niveau psychique, c'est aussi ralentir ses pensées, accepter un temps de pause, des stimulations, des excitations de la journée.
Le bébé il doit supporter de se retrouver seul avec lui-même pour s'intérioriser, si on peut dire. Et là, la fonction de parexcitation des parents, elle est vraiment essentielle pour moduler au quotidien les stimulations, les excitations, respecter le rythme de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler en psychomotricité parce que c'est important que le bébé il soit respecté dans ses élans, mais aussi dans ses refus, pour qu'il puisse développer ses capacités d'autorégulation et d'auto-apaisement qui sont indispensables pour pouvoir s'endormir. Et puis, on le sait, s'endormir aussi au niveau relationnel, c'est se séparer. Donc là, on peut effectivement aussi évoquer les angoisses de séparation qui peuvent être réactivées après une hospitalisation, un deuil, des angoisses de mort peuvent apparaître. Et là, on peut aussi travailler en psychomotricité autour de la séparation, jouer des retrouvailles, de la surprise, du coucou caché. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas nos collègues pédopsychiatres et psychologues parce que parfois, il y a une souffrance importante et on ne va pas y arriver tout seul. Et puis également, bien sûr, les pleurs jugés excessifs, inconsolables, incompris par les parents. C'est important de se dire que même si dans la réalité, ils ne sont pas si fréquents que ça, ces pleurs-là, en tout cas, ça dépend vraiment du vécu du parent, de sa tolérance à ces pleurs-là. Ça doit nous alerter, ça nous dit que quelque chose ne va pas. Et du coup, voilà, l'idée, c'est d'accueillir les parents, de comprendre dans quel contexte surviennent ces pleurs pour mieux préciser les contours de notre travail, hein, s'il y a une hypertonicité par ailleurs, et puis comprendre au sens étymologique, de saisir ensemble ce qui se passe pour que vraiment ça puisse permettre d'apaiser des inquiétudes. Toutes ces difficultés rencontrées, on pourrait dire, elles sont assez banales finalement. Elles passent par le corps du bébé, elles sont fréquentes dans les premiers mois, mais elles ont aussi une valeur de signe et c'est des indicateurs sensibles d'une possible souffrance. Donc c'est important de les accueillir parce qu'elles peuvent rester de courte durée finalement si elles sont assez entendues, accompagnées. Je vous évoque rapidement maintenant les pannes et les troubles dans l'organisation psychomotrice, qui sont également des autres symptômes d'appel importants à prendre en compte. Donc l'hypertonicité tout d'abord, qui va se traduire par des schémas toniques, là il en a parlé, des schémas d'hyperextension, un morot excessif, des bébés qui sont en hypervigilance, irritables. C'est des bébés qui peuvent ne pas supporter les porte-bébés, qui peuvent être difficilement installables dans les voitures. Cette hypertonicité, elle doit nous alerter car elle est associée à un dialogue tonico-émotionnel souvent peu opérant entre l'enfant et son parent. Et sans ce dialogue, le bébé, il ne se sent pas compris, ses vécus et ses angoisses ne sont pas transformés. Le bébé, du coup, il va s'agripper en quelque sorte à son propre corps pour se tenir, pour se rassurer. Le schéma d'extension, il a une fonction cohésive, c'est-à-dire qu'il unifie, il rassemble, et parfois il peut devenir dominant. Souvent, il y a un RGO aussi dans l'histoire, ce qui n'aide pas. Et ces petits, ils vont se verticaliser souvent assez tôt, mais davantage en force et dans l'extension que dans un redressement progressif. Sans accompagnement, on va les retrouver avec des conduites d'agitation motrice plus tard, des intolérances à la frustration, une difficulté à gérer ses émotions. Souvent, c'est à l'entrée en crèche ou en petite section qu'on retrouve ces enfants-là. Donc en psychomotricité, bon, j'ai fait vite, hein, là. Voilà, on va proposer des expériences corporelles d'enroulement, faire éprouver les jonctions corporelles, retrouver des appuis, etc. Et puis bien sûr, on va toujours travailler sur l'accordage parent-enfant, sur le dialogue tonico-émotionnel. On a ensuite les retards dans les acquisitions motrices qui sont importants à ne pas banaliser. On va retrouver un manque d'élan, un manque de mobilité spontanée, des troubles toniques, une réticence parfois aux variations de flux vestibulaires, des enfants qui n'aiment pas trop qu'on les bouscule, des difficultés d'équilibre, de coordination. Parfois, il y a une asymétrie dans l'investissement du corps. Alors nous, on peut chercher, en tant que psychomote, on va chercher, au-delà de toute étiologie neuromotrice, on va chercher ce qui se passe. Parfois, ce sont des parents qui ont des réactions inajustées face aux élans de leur enfant. Il y a une anticipation anxieuse. Souvent, ça peut être lié quand il y a une grande prématurité, des fragilités. L'enfant, il est investi d'une manière un peu anxieuse. Et puis, parfois, on a un manque de stimulation aussi dynamique, un manque de jeu corporel entre le bébé et son parent parce que le parent n'est pas disponible, parce qu'il y a une dépression sous-jacente du postpartum, parce qu'il y a un deuil. Enfin, voilà. Donc, en psychomotricité, on va proposer des expériences variées, sensoritoniques, spécifiques. On va permettre aux parents de laisser le temps aussi à l'enfant d'initier par lui-même le mouvement. Et on peut se dire que si l'enfant il garde une qualité dans l'échange, dans les interactions, s'il est intéressé quand même toujours par tout ce qui se joue au niveau manipulation, c'est des pannes qui peuvent rester temporaires si les parents sont bien à l'écoute. Mais par contre, c'est important de vraiment le prendre en compte parce que parfois, quand on va faire le bilan en psychomotricité, on va se rendre compte que c'est pas que un problème d'un enfant qui se retourne pas ou qui a un retard de marche, mais il y a un retard global de développement. Donc, c'est important de garder
garder une vigilance du coup sur ces retards et sur ces décalages, parce que quand on tarde trop, ensuite, on peut passer à côté de certaines choses. Donc là, parfois, voilà, on va avoir un bébé, oui, qui est un peu retenu dans ses explorations, un peu lent au niveau moteur, mais il y aura des particularités, il y aura une expressivité parfois un peu faible. On sait que voilà, maintenant, les mouvements spontanés, c'est important de les observer, les mouvements généraux avant 4 mois. Puis ensuite, ça nous donne des indices sur le fait que ce bébé-là, il est peut-être à risque. Et puis, ce qui va nous alerter, c'est surtout la discontinuité ou le retrait dans l'échange. Quand, en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que professionnel, on a l'impression qu'il faut faire un effort pour être en relation avec ce bébé, pour maintenir l'interaction. Ça doit vraiment nous alerter. Le bébé, il doit être en capacité d'initier, de maintenir et d'enrichir l'interaction. C'est important de repérer ça parce que ça peut nous permettre de repérer des bébés à risque autistique. Et du coup, on s'inquiétera aussi d'un enfant qui va être décrit comme très facile au quotidien, très calme. Moi, je m'inquiète souvent quand j'entends des parents me dire il a fait ses nuits tout de suite, les toutes premières nuits, parce que là, on se dit quand même, c'est alertant. Donc, en grandissant, ces enfants, ils vont devenir plus irritables, ils vont être bien moins calmes. Il peut être hypertonique, difficile à comprendre et à satisfaire. C'est important de noter, enfin de dire aux parents nos points de vigilance. Il ne faut pas les affoler non plus, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop inquiets pour qu'ils puissent continuer à s'émerveiller sur leur bébé et soutenir la dynamique développementale. Mais il faut quand même leur expliquer pourquoi on est inquiet. En tant que psychomote, on va mettre le paquet, entre guillemets, on va redynamiser l'élan développemental de l'enfant. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette zone à risque le plus possible. Je termine cette présentation avec une diapo sur l'importance du dialogue tonico-émotionnel qui est vraiment le cœur un peu de notre profession et qui est un outil de repérage extrêmement précieux de la qualité des interactions précoces. Et on peut vraiment, en travaillant sur ce dialogue, on favorise la qualité des interactions précoces et en travaillant sur les interactions précoces, on va aider à ce que quelque chose se module davantage dans l'accordage corporel, si on peut dire, entre l'enfant et son parent. Donc voilà, là je vous ai listé un petit peu toutes les qualités de ce dialogue quand il est opérant. Voilà, ça permet vraiment d'aider l'enfant à se sentir entendu, reconnu dans ses éprouvés, à relâcher les tensions, à construire tout son axe, son narcissisme. Et puis du coup, l'enfant, s'il se sent compris, s'il se sent entendu au niveau corporel, au niveau psychique, il va pouvoir être en sécurité suffisante pour se lancer dans des expériences, faire de nouvelles acquisitions. Et là, on prévient vraiment les risques de souffrance chez le petit. Et je dirais aussi que ce dialogue, alors nous en tant que psychomote, on le connaît bien, mais il y a plein de manières de le lire. Je dirais même dans les propos que les parents peuvent nous porter sur le quotidien qu'ils vivent avec leur bébé. Et je me dis que dans les consultations médicales, c'est sans cesse des occasions de pouvoir être à l'écoute des plaintes. Par exemple, quand un parent plaint des peurs du même si nous, on peut se dire, tant que ça, ou s'il y a un retard qui est questionné des acquisitions, même si en tant que professionnel, un médecin pourrait se dire, ça va, il a le temps. Moi, je pense que c'est important d'entendre en fait ce que les parents disent à cet endroit-là, parce qu'il y a quelque chose que eux ils sentent comme quelque chose ne va pas. Et du coup, voilà, si ça va, si on l'entend, ça vaut le coup d'aller questionner, d'aller solliciter un double regard d'un professionnel pour voilà, pouvoir partager un peu et de la qualité de ce développement et éventuellement de repérer des signes, parce que je crois que les parents ils nous donnent beaucoup d'informations sur des choses qu'ils repèrent parfois un peu intuitivement, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément toujours les mots, mais au-delà du somatique, il y a parfois beaucoup de choses qui peuvent se lire dans ce qu'ils peuvent nous dire. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien retenu le terme ajustement corporel, et puis c'était très bien de faire cette différence entre tous les acteurs. Un petit mot de notre discutante, Stéphanie Quintin. Oui, merci à toutes les deux, c'était très intéressant. Docteur Rabier, vous avez mis en avant cette difficulté de la naissance, cette rupture dans le continuum entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Donc c'est une rupture à la fois sensorielle et émotionnelle, puisque le bébé est contenu. Ah, ça marche moins bien. Je ne sais pas s'il faut que je répète. Oui. Ok. Donc, je disais donc cette rupture entre le continuum, dans le continuum entre la vie intra-utérine et extra-utérine, donc un continuum sensoriel et émotionnel qui est rompu par la naissance, les enjeux des douleurs, des vécus aussi psychiques, maternels, portés sur l'enfant.
La présence, je pense, aussi importante de la famille autour et des transformations qui peuvent être apportées. Je pense que en tant que soignant, on a à être disponible. C'est vrai que le bébé, il se construit avec, autour de ses afférences sensorimotrices autour de lui et tous ces développements, on va dire, ces manques d'invitation relationnelle du bébé. Je pense, vous avez parlé, Madame Chatagna, des mouvements généraux du bébé qui s'organisent, on le sait maintenant, dès la 5e semaine de grossesse. C'est une petite vibration des quelques cellules, puis après ça s'organise. Donc c'est un mouvement spontané, intra-utérin du bébé, et après à la naissance jusqu'au 4e mois, qui est un peu désorganisé comme ça, fin des extrémités, et qui est d'origine sous-corticale et qui s'organise dès le 4e mois, enfin, le mouvement Fidgety. Ça, c'est un enjeu très important parce que c'est l'organisation de l'adresse attentionnelle du bébé. Donc ces mouvements, ces mouvements en hyperextension surtout, tous ces mouvements en fait empêchent en fait la maman dans son portage, mais pas que la maman, les parents, et brouillent aussi les informations que le bébé envoie. Et cette illusion anticipatrice que la maman a. Alors ce micro marche peut-être mieux. Voilà. Et donc, on doit être attentif à tout ça. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, comment changer de micro. Moi, je pense effectivement, vous avez raison, Madame Chatagna, qu'il faut faire attention pendant la consultation, à être attentif. Il ne faut pas hésiter à revoir un bébé, utiliser une échelle de cotation. Je pense à l'aide des bébés, par exemple, qui est très facile. Il ne faut pas hésiter à adresser. Mais je crois qu'en fait, il faut prendre le temps de parler au bébé ou de produire cet enroulement du bassin dont vous parlez. Je pense quand j'étais externe, je pense à un pédiatre, c'était pas Jean, hein, mais ça aurait pu, c'était Alain Fouillou. Et en fait, il y avait un bébé qui était reçu en urgence dans un contexte de suspicion de maladie métabolique. Et il l'a pris face à lui, il s'est mis comme ça, face à lui, avec le bassin enroulé, il s'est adressé à lui. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et c'était très fort. Je pense que je m'en rappelle encore. Voilà. Et, il y avait les parents qui étaient là, et je crois qu'en fait, ça produit ce mouvement qu'on appelle d'identification régressive au bébé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les parents puissent s'identifier à l'adresse de leur bébé pour pouvoir y répondre plus facilement, en fait. Parce que c'est pas facile, un bébé qui pleure toute la nuit. On a tous fait cette expérience-là, je crois. Et on n'a pas tous les mêmes capacités psychiques à supporter cette situation. Et on doit les aider, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que les experts veulent... Donc, on laisse la parole. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des expériences par rapport à ce qui a été dit? Allez, Michel. Oui, tu as un micro. Ah oui, pour parler, bien sûr, il faut appuyer sur le micro, sinon on n'a pas de distance. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Juste une réflexion, elle est là, puisqu'elle parle de la résistance à voir le psy. Et quand même, c'est vrai qu'en périnatalité, souvent on travaille par réseau et que c'est important souvent qu'on se connaisse. C'est-à-dire que je dis, je vais vous adresser à un psychiatre ou à un pédopsychiatre, souvent ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a des possibilités de dire je le connais, d'accord? Et aussi la possibilité, ce qu'on fait nous dans notre expérimentation, la Rhône-Alpes, sur les échanges confraternels entre les généralistes et les psychiatres, c'est de dire à la personne, si vous êtes d'accord, je vais parler de votre situation à un psychiatre ou un pédopsychiatre, etc. Et souvent les gens acceptent, et souvent ils sont assez curieux de ce qu'il y a pu se dire. Et ça permet déjà parfois de faire un premier lien, ou au minimum d'aider le professionnel qui peut être confronté à des personnes qui sont en souffrance psychique, de pouvoir y répondre quand même, peut-être avec un éclairage. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est l'introduction du suivant. C'est vrai que dire je vais en parler ou nous, quand on était à l'hôpital, par exemple les diabétiques, je les accompagnais quand ils ont vieilli chez le diabéto adulte qui devait les suivre. Bon, c'était à l'hôpital, donc on pouvait le faire.
cabinet, je me vois mal prendre dans ma petite voiture. Mais c'est vrai que je vais en parler à des spécialistes où c'est introduire le suivant. Des fois, il y a moins de réticence. Mais bon, oui, tu as raison. De bien connaître effectivement ses collègues, d'avoir déjà tissé du lien avec eux, parce que ça, je pense que les parents, ils le sentent. Quand on est capable de parler de la pratique de l'autre, c'est extrêmement précieux. Ça permet vraiment, après, que les choses se fassent beaucoup plus facilement. Ouais. Je crois qu'il y a des questions à distance. Adeline, si vous voulez. Tout à fait. Il y a eu une première question pour le docteur Habib. Vous avez parlé de VO. Un peu plus fort. Pardon. Vous avez parlé de VO dans les troubles alimentaires. Vomissement. Vomissement. Tout simplement. C'est une question très facile, mais du coup, je la pose quand même. Ensuite, c'est des questions plutôt à l'attention de Madame Chatagna. Donc, pourquoi ne pas mettre bilan psychomoteur du nourrisson ou bilan kiné du nourrisson? Y a-t-il une question de cotation, j'imagine, pour les kinés? Voilà. Et autre question, répondre aux deux en même temps, si vous pouvez. Est-ce que tous les psychomotriciens acceptent de travailler avec des nourrissons? J'ai pas compris la première question entre le Je bilan. crois que c'est la cotation, hein, c'est ça? Oui, il y a peut-être une histoire de cotation, puisqu'apparemment, on doit inscrire bilan psychomoteur du nourrisson et non bilan kiné du nourrisson. Ou peut-être que c'est deux choses différentes. Inscrire, je sais pas trop en parler. Je sais pas, je comprends pas la question. Moi, quand je travaille avec des médecins, voilà, sur l'ordonnance, effectivement, c'est marqué bilan psychomoteur de l'enfant. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre la question, mais je sais pas si... Du bilan kiné, c'est que tu l'adresses au kiné. Par le micro. Quand on dit bilan kiné, c'est que tu adresses l'enfant au kiné. Bilan psychomoteur, c'est que tu l'adresses au psychomote. Et là, il n'y a pas de cotation puisque ce n'est pas pris en charge. Est-ce que vous pouvez me rappeler la deuxième question, s'il vous plaît? Attendez, voilà. Est-ce que tous pour les les questions, acceptent les nourrissons? Il faut bien parler dans le micro parce que du coup, ils entendent moins bien. Alors, je dirais que les psychomotes, il y en a qui sont formés de manière spécifique, qui font des DU, qui ont des pratiques vraiment où ils sont spécialisés d'une certaine manière en périnatalité. Je pense que certains psychomotriciens ont moins l'expérience du tout petit, mais on est tous formés normalement à accueillir tous les âges au niveau de la population. Voilà. Il y a une question à ma gauche, peut-être se présenter chaque fois pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est pas une question, c'est pour répondre sur les bilans kinés. En fait, la psychomotricité n'est pas soumise à une décotation de la CPAM. Nous, c'est le cas. Et en fait, pour pouvoir coter un bilan complet de l'enfant, il faut noter plutôt bilan neuromoteur. Parce que ça nous permet de coter un bilan un peu mieux que si on avait un bilan uniquement orthopédique. Voilà, c'est très embêtant parce qu'on est très très dicté par la CPAM en tant que kiné. Donc voilà, il faut noter bilan neuromoteur pour qu'on puisse avoir le bon acte. Voilà. Message reçu. D'autres interventions, oui. Peut-être te présenter. Oui, bonjour, Françoise Lucienne Mimatret, je suis psychiatre. Je voulais reprendre, enfin pas reprendre, mais compléter ce que disait Madame Chatagna. Bon, j'ai travaillé très longtemps dans un dispositif de périnatalité, le même que Michel Urus. Et à la Vallée, je ne vois pas comment je peux faire plus. Il faut avaler le micro, hein, on est encore au stade de la succion. Je trouve que la notion de la psychomotricité reprend beaucoup la notion des enveloppes, qui est quelque chose d'assez fondamental en périnate. Et je me rappelle avoir vu une vidéo, je crois que c'était un petit film allemand, où par rapport à une grosse dépression du postpartum, où la psychomote enveloppait, la maman enveloppait le bébé, et la psychomote enveloppait la maman et le bébé. Et il y avait quelque chose là où cette notion d'enveloppe est extrêmement importante. Et je pensais aussi que par rapport aux résistances au psy, c'est vrai que quand on dit aux parents souvent, ce serait bien d'aller voir un psy. La psychomote, c'est parfois aussi un moyen, un palier. Et puis on peut travailler ensemble. Juste, le nom du film que vous venez de nommer, c'est L'étranger en moi. Le nom du film, c'est L'étranger en moi.
Oui, je trouve très intéressant que vous évoquiez la question des enveloppes, parce que moi, c'est vraiment au cœur de ma pratique et je travaille beaucoup avec des tissus. Et du coup, j'ai l'habitude notamment de proposer des temps de bercement où le bébé est installé dans un tissu et moi, j'ai le parent en face et moi, je suis de l'autre côté et on berce ensemble le bébé. Et du coup, et en chantant, enfin, il y a vraiment quelque chose d'un doublement d'enveloppe à plusieurs endroits où je porte d'une certaine manière la fonction parentale avec le parent et au-dessus du berceau quelque part du bébé. Donc c'est vraiment effectivement au cœur de notre pratique de psychomotricienne et c'est très utile d'être relié à ces notions-là. Stéphanie, oui, intervention. Oui, ben, en fait, c'est vraiment cette question de l'accordage, en fait, qui est possible seulement s'il y a un emboîtement corporel. C'est Bullinger qui parle d'arrière-fond perturbé, détruit, en fait, par le bébé en hyperextension. Système de défense qui paragrippant, comme vous le disiez, mais qui en fait entraîne encore en plus d'autres douleurs et qui met à mal le portage. Alors, c'est vrai que revenir sur installer le bébé face à soi confortablement ou sur soi, le dos contre soi, ça peut être pas mal aussi. Et puis, cette bidirectionnalité sensorielle, c'est très important. Euh, par exemple, dans l'étude des mouvements généraux du bébé, et notamment des fidgetis, les plus jolis fidgetis qui sortent sont quand le bébé vocalise, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il vocalisait ces fidgetis, en fait. Et c'est bon, une histoire de correspondance sensorielle hein, qui sont inscrites en nous et qui sont indispensables pour que le bébé, je ne sais pas comment le dire autrement, mais confirme son ressenti, en fait, et confirme ce qu'il fait. Et en fait, le parent répond aussi dans cette bidirectionnalité sensorielle. Et c'est ça qu'il faut favoriser. Et je crois que nous, on est aussi acteurs de ce portage. En fait, vous parliez d'enveloppe. Nous, on est dans une forme de portage, une constellation autour de la famille. Et il faut arriver à la reproduire quelque part au sein de la consultation, en étant rassurant, en étant soi-même assez calme, finalement. Euh, je crois que, et pas hésiter, je crois même je veux dire, à mouiller la chemise, c'est-à-dire à prendre le bébé dans les bras soi-même, à expérimenter ce portage qui est, euh, qui est impossible parfois pour certains bébés. Et puis, je pense à cette histoire de troubles neurodéveloppementaux, je crois qu'on est face, enfin, le concept de troubles neurodéveloppementaux, je crois qu'il faut vraiment qu'on l'utilise, nous, en fait, pour parler de cascade développementale, pour justifier aussi nos actions précoces, euh, justifier les soins précoces, en fait. C'est vraiment ce but-là, quoi, en fait. Parce qu'il y a vraiment une cascade de plusieurs. Je pense à la question de la douleur chez le bébé, qui, moi, m'intéresse. Il y a eu les travaux de Kressler et Marty dans les années 70, l'école de psychosomatique. Je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux de ce type-là. Hein. Merci beaucoup. À l'extérieur, oui, alors sur le chat. Alors, il y a toujours des questions sur le chat, hein, c'est bien, ça participe. La première, c'est y a-t-il une période anténatale plus critique pendant laquelle le bébé est plus sensible au cortisol maternel? Et il y en aura d'autres ensuite. Je n'ai pas d'études scientifiques, mais je pense que toute la grossesse est une période critique. Et surtout, enfin, parce que tout trauma, en tout cas de mon expérience, tout trauma, quel que soit l'âge, on en voit la répercussion après. Mais c'est sûr que plus les amygdales sont développées, donc là, il faut revenir au développement du cerveau et quand et comment, je ne sais pas, il faut voir. Mais c'est sûr que quand les amygdales commencent à se développer, l'hyperexcitabilité des neurones amygdaliennes commence là. Et du coup, quand l'enfant naît, la réponse, au lieu d'être 1 pour 1, elle va être 1 pour 1000. D'autres. Alors, une question d'abord ici, oui, tu te présentes comme ça. Donc, Marion Gaillard, je suis orthophoniste en Savoie. Je voulais revenir, vous avez parlé dans les signes de corps des difficultés d'alimentation en citant par exemple le reflux. Et par ailleurs, quand on parlait ont été évoqués les pleurs incessants et la question d'éliminer une cause médicale.
Et je me dis, est-ce qu'on ne doit pas faire preuve d'humilité en tant que professionnel, parce que c'est difficile de savoir qui, de l'œuf ou la poule, et dans ces cas-là, d'avoir justement de faire appel à une équipe pluridisciplinaire et de se dire, on peut chercher une cause médicale, mais on va avoir aussi besoin d'accompagner cet enfant et cette famille, ces parents qui sont souvent en détresse par rapport aux pleurs de leur enfant. Et voilà, d'avoir le... Alors, attends. Il y a des éléments de réponse dans la salle, puis on donnera. Alors, peut-être. Non? Alors, d'abord, excuse-moi. Alors, Leïla. un reflux simple, il n'empêche pas l'enfant d'être bien. Ce sont des enfants qui sont là, qui grossissent bien, ils sont rigolos, qui te regardent, qui vomissent et qui continuent leur vie. Un reflux simple n'empêche pas de grossir, n'empêche pas d'être bien. Mais les reflux compliqués, il n'y en a pas tant que ça. Les reflux compliqués avec œsophagite et tout ça, c'est douloureux. Mais un enfant qui reflue n'est pas forcément un enfant. Le reflux ne donne pas des pleurs. Les bébés reflueurs, c'est des beaux bébés gracieux. En général, ils mangent beaucoup parce que voilà. Mais voilà, le reflux compliqué, en général, on fait le diagnostic médical avant parce qu'il y a du sang dans les vomissements ou parce qu'il y a une cassure de la courbe de poids et tout. Mais un bébé qui le reflux, le reflux banal n'est pas douloureux, c'est sûr. Une intervention à ma gauche. Oui, Tu te présentes, c'est Claude Alombert, psychiatre et psychanalyste à la retraite et président de l'APELIPA, l'association qui gère le jardin couvert. Je voudrais juste, alors d'abord remercier Stéphanie Quintin de rappeler que l'importance de s'adresser directement au bébé. Hein. Ça rappelle un peu Françoise Dolto quand même. Et puis je voulais juste rajouter un petit mot sur les bons à savoir. Il y avait un petit chapitre, les bons à savoir. C'est simplement l'existence des lieux d'accueil enfants-parents et l'existence, par exemple, du jardin couvert à Lyon. C'est pas le seul, il y en a plein de partout. C'est très, très utile pour ces tout petits-là et leurs parents. Pour les tout petits, de rencontrer d'autres enfants, simplement pour jouer, passer un moment, et pour les parents, de rencontrer d'autres parents. Michel? Oui, très rapidement, c'est sur le cortisol, qui est un sujet passionnant, bien sûr. Moi, je suis allé au congrès des cardiologues, on est invité en tant que psychiatre, et on fait les études sur les traumatismes précoces. Et l'accumulation de traumatismes très précoces augmente d'une manière significative le risque d'infarctus du myocarde à l'âge adulte. Par contre, ce qu'on ne sait pas, ce que les études ne disent pas, c'est si des enfants sont traités par leur traumatisme, sont aidés par rapport au traumatisme, si ça aura une incidence sur le devenir cardiaque. Mais il y a une augmentation de 54% de risque cardiovasculaire chez les enfants ayant subi de multiples traumatismes. Merci. Merci à toutes les deux. Donc, on va passer avec Louison Barolier et Cyril Philippe. Pendant ils viennent s'installer. Juste un retour sur l'exemple assez stupéfiant que nous a présenté Stéphanie. J'ai vécu la même chose. Un gamin qui arrivait en arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital et j'ai parlé au bébé. Les parents m'ont dit, on était en confiance parce que vous étiez là, vous avez l'air très décontracté. En fait, moi, j'étais mort de trouille. Alors, je vais vous présenter. Hein? Oui. Donc, nous avons ici Louison Barolier, qui est kinésithérapeute pédiatre, chercheuse, doctorante. Pas tout à fait docteur, elle va devenir bientôt. Et puis, elle aime le crossfit. Cyril Philippe, donc, qui est sage-femme aptopraticien, il nous expliquera ce que c'est que l'aptopraticien. Il est à Caluire dans le libéral. Alors lui, c'est un musicien, il fait de la batterie. Bon, allez. Et puis notre Sophie Laube, donc pédopsychiatre, elle est donc à Saint-Jean-de-Dieu, elle est une salariée, et c'est une musicienne, elle fait du violon, je crois, me semble-t-il. Et tu voulais rajouter quelque chose, tu ne me l'as pas dit assez fort, j'allais oublier quelque chose d'essentiel. Ah oui, Natassia, voilà, c'est ça.
Tu penses que c'est d'une importance telle qu'il faut... Ouais, bon, allez, tu l'as dit. OK. Allez, c'est toujours difficile, hein, les CV. Hein. Allez, on y va. Ça, il marche très bien. Ouais, mais je serais plus à l'aise avec ça. Merci. Oui, pas de souci. Merci. Hop. Voilà. Donc oui, je m'appelle Louison Barolier, je suis kinésithérapeute depuis un peu plus de 10 ans. Vous verrez des petits poissons un peu partout parce que notre cabinet s'appelle le cabinet des petits poissons où on reçoit majoritairement des enfants de moins de 3 ans présentant des vulnérabilités multiples et notamment des difficultés de succion et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi je vais parler d'allaitement, c'est que l'allaitement est en fait un marqueur d'un programme moteur primaire extrêmement complexe qui est la succion, qui apparaît du coup in utero entre 12 et 14 semaines. Donc l'enfant déjà pendant toute la grossesse en fait passe son temps à téter, à avoir vraiment ce mécanisme de succion avec ses mains, ses pieds, le cordon, s'il y a un jumeau, les pieds du jumeau, les mains du jumeau, etc. Donc c'est un programme qui s'entraîne pendant de multiples semaines durant la grossesse. C'est une fonction oromyofaciale complexe. Pendant longtemps, on a parlé de réflexe de succion et plus ça va, plus on prend du recul sur le fait que ce soit réflexe parce qu'en fait, il y a une base qui est sous-corticale, mais il y a bien évidemment une base qui est corticale avec des patterns moteurs bien plus complexes qu'on le croit, avec notamment le fait que la succion à la naissance est par exemple plus efficace avec l'odeur de la mère et la présence du lait maternel. Donc c'est bien qu'il y a déjà un aspect sensoriel et donc cortical dans ce programme de succion. La succion, elle se présente dans deux parties, donc la succion non nutritive et nutritive. Et en fait, ça va être vraiment une manière d'interroger le système nerveux central de l'enfant avec un signe extrêmement précoce de difficultés neurologiques quand il y a une absence de succion avec vraiment une incapacité de l'enfant à mettre en place des mouvements de langue. Ça va vraiment interroger sur notamment l'atteinte du système nerveux sous-cortical et notamment le tronc cérébral avec des enfants notamment avec des troncs cérébrales et de la nutrition par la bouche avec bien sûr des sondes, etc. Donc déjà voilà, je voulais vous donner déjà un petit peu ce cadre-là, à quel point la succion est quelque chose qui nous apporte beaucoup d'informations sur le bébé. Et c'est dans ce cadre-là qu'en tant que kinésithérapeute et donc professionnelle du mouvement précoce, on va s'intéresser à ça aussi parce que généralement c'est un indice parmi tout un faisceau de signes qu'on va retrouver. Et puis surtout, la succion est quelque chose de moteur. Et donc, nécessairement, nous, on va s'y intéresser main dans la main, bien sûr, avec nos collègues orthophonistes. C'est ce que je disais, moi, je travaille avec ma collègue ortho. Je ne suis pas toute seule. Cette succion, elle va demander une coordination qui, aujourd'hui, on le sait, c'est la coordination qui est la plus complexe et la plus coûteuse dans les tout premiers jours de vie. Pour celles et ceux qui ont des enfants, vous voyez bien à quel point il peut être complètement épuisé après une tétée, parce que vraiment, ça demande beaucoup de coordination, notamment une coordination qui est la succion, déglutition, respiration, qui est une coordination que nous, on va perdre pour le coup, parce que vraiment, tout simplement, l'anatomie du larynx, etc., va changer, et donc on va plus manger de la même manière. Mais cette coordination requise, elle repose aussi sur une capacité à se stabiliser au niveau postural et notamment sur le plan médian, avec cette capacité à aligner la tête et le tronc. On voit souvent des bébés, notamment avec des asymétries posturales, des plagiocéphalies, qui têtent la tête sur le côté. Mais on est tous d'accord, nous, quand on mange et quand on déglutit, on n'a pas la tête sur le côté. Donc, il faut se poser la question de pourquoi ce bébé n'arrive pas à avoir cette stabilité posturale et du coup, cet alignement entre la tête et le tronc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très complexe et de coûteux. Mais si tout va bien du côté du bébé et de la maman, normalement, l'allaitement, la balance, elle est dans le positif. Sauf que très rapidement, vu que c'est complexe, cette balance, elle peut être déséquilibrée.
Pour savoir, quand on se forme autour des fonctions linguales du tout bébé, la succion, elle est 100% linguale. Nous, on a l'idée que la succion, elle est plutôt par la bouche. Mais non, un bébé qui va bien, un bébé, en fait, l'aspiration du lait, le transfert de lait entre le mamelon et l'estomac, elle se fait vraiment par ce mouvement de bouche qui se fait grâce à la gouttière et puis à ce mouvement antéro-postérieur. S'il n'y a pas ce mouvement de langue qui est complexe et qui est bien avec cette onde linguale antéro-postérieure, eh ben, on va se retrouver avec des compensations posturales. Je pense que ça va vous parler, le bébé qui fait le pivert, qui fait comme ça, parce qu'en fait, sa langue ne bouge pas. Et donc, au lieu de téter avec sa langue, il va téter avec sa bouche, avec sa tête et sa bouche. Ou les compensations aussi de la mandibule, avec un bébé, au lieu d'avoir un mouvement de mandibule de l'avant vers l'arrière, ils vont avoir des mouvements de mandibule du bas vers le haut, et donc on va avoir des difficultés du côté maternel, etc. Mais voilà, ça va évoquer plutôt des difficultés motrices du côté de l'enfant. Et le souci, c'est comme d'habitude, quand on compense, généralement, c'est plus coûteux au niveau énergétique. Et donc, le ratio entre apport nutritionnel et coût va être déséquilibré avec des enfants qui vont se retrouver soit à manger tout le temps, enfin à réclamer tout le temps parce qu'ils n'ont pas assez de lait, soit au contraire des bébés qui vont s'épuiser, qui vont arrêter de réclamer parce que c'est trop dur et qui vont du coup perdre du poids. Donc voilà, c'est en plus dans les toutes premières semaines, tout premiers jours de vie, la succion est quand même, en tout cas le fait d'être allaité est un moment d'une très grande puissance physique, relationnelle, sensorielle. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui allie tout ce qui peut être de l'ordre du bien-être pour le bébé. Et donc, quand cette succion elle est mise à mal, elle n'est pas efficace, et ça peut vraiment activer plein de circuits extrêmement difficiles avec un circuit de stress qui va être augmenté, un coût énergétique, comme je le disais, une désorganisation des états veille-sommeil, parce qu'il ne faut pas oublier que l'allaitement, elle apporte aussi au niveau des neurotransmetteurs, énormément de neurotransmetteurs qui vont réguler l'enfant. Et donc, si cette succion n'est pas efficace, petit bain des neurotransmetteurs ne sera pas suffisamment efficace. Et puis, il va y avoir une stimulation des muscles postérieurs avec notamment des schémas d'hyperextension et des risques notamment de brachycéphalie parce qu'on va se retrouver avec vraiment notamment des trapèzes supérieurs ultratoniques chez ces enfants. Et donc, l'alimentation qui est censée être le nirvana, le kiff absolu du bébé dans les premières semaines, il ne va pas être là. Et du coup, nécessairement, cet enfant qui lutte contre la gravité et quand même fait un sacré boulot au niveau moteur, ce qui est censé compenser et donner vraiment beaucoup de plaisir, c'est pas là. Donc du coup, en termes d'équilibre et en termes de relation aux parents, ça va être beaucoup plus difficile. Et du coup, du côté de la maman, parce que là, moi, j'ai beaucoup parlé du bébé parce que c'est mon job, mais du côté de la maman, et notamment, on peut parler un peu de la littérature scientifique, c'est que très souvent, en fait, ce qu'on retrouve, c'est que une maman qui n'arrive pas à donner le sein alors que c'était son projet, on a vraiment une énorme augmentation du risque de dépression du postpartum. Et très souvent, en plus, elles vont s'accrocher et elles vont avoir des douleurs avec des mastites, avec plein de choses comme ça, avec des crevasses. Et le problème, c'est qu'elles vont continuer à vouloir donner le sein, parce que quand on veut donner le sein, je peux vous dire que c'est costaud, donc on peut aller jusqu'à des douleurs immenses pour rester là-dedans. Sauf que pendant l'allaitement, on est quand même censé avoir de la prolactine, ça y est, j'ai un trou de mémoire sur l'autre, mais de l'ocytocine, qui sont vraiment essentielles et pour le bébé et pour la maman. Et quand vous donnez le sein et que ça vous fait mal, nécessairement, il y en aura beaucoup moins, donc ça sera moins chouette. Et vraiment, ça sera des moments qui seront marqués par des tensions corporelles, par une interaction qui est embêtée. Et du coup, de la fatigue, etc. Donc vraiment, une dyade entre le bébé et la maman qui va être extrêmement mise à mal dans les premières semaines. Et malheureusement, encore aujourd'hui, l'allaitement en France, on est très mauvais, je pense que vous le savez en termes de statistiques. Le premier mois, on est à 70% des mamans qui allaitent. Au bout d'un mois et demi, on est à 30%. Donc il y a 50% des mamans allaitantes en un mois qui abandonnent. Donc c'est bien qu'on ne sait pas faire, vraiment. Et notamment, il y a très souvent quelque chose qui est mis du côté de la maman et le bébé est assez peu souvent observé et bilanté de manière précise sur ses capacités à bien manger.
Le petit message aussi que je voulais faire passer, c'est que on est quand même entre deux vagues, les pros et les anti-allaitement. Enfin, on est sur quelque chose d'extrêmement dichotomique sur cette question de l'allaitement, et notamment les pro-allaitement qui sont parfois même, voilà, ça devient vraiment un peu extrême. Ils font le lien entre risque d'autisme et le non-allaitement. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre les choses dans le sens, c'est-à-dire qu'enfants avec risque de troubles du neurodéveloppement présentent des suctions atypiques, des difficultés à engager l'allaitement, et donc, bah oui, ils vont prendre un chemin développemental qui va aller vers le trouble du neurodéveloppement, mais pas parce que c'est allaité, c'est parce qu'ils ont mis en échec l'allaitement. Et donc, dans ces cas-là, bah, il faut soutenir de manière qualitative ces bébés et ces mamans, et j'espère que les psychomotes, les kinés, les orthos, on puisse être des compagnons pour vraiment aider ces bébés et ces mamans. Donc attention à ne pas faire les liens causaux du mauvais sens. Hop. Et donc, quand on a une difficulté d'allaitement, s'il vous plaît, vraiment, allez interroger le bébé. Qu'est-ce qui se passe du côté du bébé? Qu'est-ce qui se passe du côté de sa motricité, de ses patterns moteurs, de ses mouvements généraux? Qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité de la tétée, etc. Parce qu'une fois que la tétée, en tout cas que l'allaitement est mis à mal, vraiment, c'est un cercle vicieux de difficultés maternelles et du bébé, bien sûr, les deux. Et ça peut aller très très loin avec vraiment des dépressions extrêmement sévères, etc. Et on peut aussi passer à côté de difficultés motrices complexes du côté du bébé. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que kiné? Eh ben, on va aller interroger toute la motricité précoce du bébé. Donc, bien sûr, il y a la succion qui est un marqueur important, mais quand on reçoit un enfant qui a une difficulté de succion, on va aller regarder l'alignement tête-tronc, on va aller regarder la balance entre la chaîne musculaire postérieure et antérieure, on va aller regarder les patterns de la langue, les tensions cervicales, vraiment l'équilibre dans la succion, déglutition, respiration, et surtout beaucoup les compensations de la succion. Et donc, nous, on va pouvoir travailler sur tout ça et travailler aussi, bien sûr, ça me permet de passer un peu la main après à mon collègue, sur les portages et sur les installations, parce que pareil, on pense que l'allaitement, c'est complètement naturel, mais bien sûr que non, ça s'apprend, c'est quelque chose de complexe du côté du bébé et de la maman. Et donc, on va pouvoir soutenir tout ça avec une guidance parentale précoce pour accompagner. Hop. Et je vous mets juste, c'est ma dernière dia, je vous mets juste ma biblio. Okay. Voilà. Merci. Parce que je parle de ma clinique, mais aussi, bien sûr, tout ça repose sur de la bibliographie récente. Parole à Cyril Philippe. C'était très précis. Je vois qu'on va pas mal discuter là sur la prise en charge des TSA. Je pense que ça vaudra la peine. Cyril, donc toi aussi tu as 15 minutes, pas plus. C'était parfait. Très bien. Bonjour à tous. Et puis merci de m'avoir invité pour aborder le portage du tout petit. Et je vais envisager le portage du tout petit par le prisme de l'aptonomie de Franz Wellmann, puisque je suis sage-femme et aptopraticien. Donc en fait, j'accompagne des couples en prénatal dès 3 mois de grossesse et en postnatal jusqu'à la marche acquise du bébé dans un accompagnement aptonomique. Donc la question du portage du nouveau-né est un vrai sujet pour les parents et parfois une préoccupation. Peu de couples se sentent à l'aise avec un premier enfant dans l'exercice du portage. J'ai souvent entendu ces phrases dans ma carrière, j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur de mal faire, il est trop petit, il me semble si fragile, j'ai trop peur de le laisser tomber, etc. etc. Comme si, à travers ces gestes simples et nécessaires du quotidien, leur était soudain révélée l'énorme responsabilité qu'il porte envers ce petit être, énigmatique à bien des égards. Cette appréhension engendre souvent chez celui qui porte l'enfant, beaucoup de tensions neuromusculaires, des postures inadaptées, des gestes maladroits parfois, et un désengagement dans la présence. Ce manque d'assurance et de spontanéité dans les gestes trahit leur appréhension.
Paradoxalement, cela montre aussi leur engagement sincère et leur désir de bien faire. Mais c'est comme s'ils ne s'autorisaient pas. Et souvent, ils viennent demander une confirmation auprès de professionnels pour s'autoriser à oser. L'enfant sait interpréter ce langage corporel. Un trouble peut survenir chez lui lorsqu'il perçoit une dissonance entre l'empathie de la communication et la barrière de tension sensorielle qui s'interpose et gêne la rencontre. C'est pourquoi il me semble essentiel d'informer, de former en prénatal et d'accompagner en postnatal les jeunes parents dans l'art de soutenir leur enfant. C'est l'une des propositions du suivi autonomique périnatal, changer notre regard et oser s'engager vers lui dans un contact psychotactile, affectif et confirmant. L'empathie et la communication sont nécessaires, mais pas suffisantes pour rencontrer l'enfant. La rencontre exige de la présence. Le support de cette présence est d'abord sensoriel et non mental. L'autonomie de Franz Wellmann nous réapprend non seulement à mettre de la présence dans la relation, mais aussi à remettre en mouvement notre présence vers l'autre, dans un élan affectif confirmant. Tout cela aurait moins d'importance si le tout petit naissait sans cette appétence et cette compréhension fine. Ok. Tout cela aurait moins d'importance si le tout petit naissait sans cette appétence et cette compréhension fine du sens tactile du contact. S'il ne maîtrise pas encore sa langue maternelle, il appréhende à la perfection le langage tactile, dans un mimétisme tonique, postural et respiratoire, en interaction avec celui qui porte. Le nouveau-né est une éponge sensorielle. D'une sensation naîtra une impression, de cette impression une empreinte, psychique. Il est à l'œil. Si notre sensation est libre, il s'engage affectivement et se met en mouvement vers. Si l'impression intérieure est désagréable, désengage et se retire. À la naissance, l'enfant ressent très bien son corps, comme vous et moi, mais il ne réalise pas encore qu'il est son corps. Il développera intensément son schéma corporel durant la période qui le mènera jusqu'à la marche acquise, puis l'affinera jusqu'à l'âge de 7 ans environ. La manière dont on soutient l'enfant dans un engagement sensoriel et affectif influence directement la façon dont il découvre son propre corps et s'approprie cet espace dans lequel s'inscrit sa vie sensorielle, émotionnelle, affective et psychique. Dans le contact autonomique, nous nous adressons à cette entièreté-là de l'être et non pas qu'au corps physique. C'est le concept de corporéité développé par Franz Wellmann. Donc, dans la guidance parentale autonomique, si je veux synthétiser, c'est apprendre à faire pour qu'il puisse faire. Les 3 premiers mois... Ouais. Les 3 premiers mois, l'enfant est très proche de l'enfant in utero qu'il était. Ce n'est que progressivement qu'il abandonne ses anciens repères pour intégrer ceux du monde extra-utérin. On connaît cette même période d'adaptation des 100 jours chez les expatriés en psychologie adulte. Là d'où il vient, le contact avec la matrice maternelle et son placenta était constant. Il ne connaît pas l'expérience contact-non contact. Nous serons donc vigilants à lui proposer une certaine continuité dans le contact. Lorsque celui-ci doit s'interrompre, il convient de le prévenir par un geste, comme un changement de pression, pour ne pas le surprendre.
Cela revient à investir la phase de détachement dans le contact. Cela peut paraître désuet pour certains, mais l'alternance rapide de contact-non contact maintient le nouveau-né dans une vigilance, ce qui peut engendrer une hypervigilance et des difficultés à se laisser aller dans le sommeil. Aspect important est la myélinisation partielle du système bébé. Nerveux chez lui est beaucoup plus lent que chez l'adulte. Il est très difficile de rester avec nous si nous ralentissons nos gestes, nos interactions. Ralentir, constance dans le contact, tout l'immachement. Le nouveau-né présente dans ses premiers mois une uniaxiale et une unistegma, c'est-à-dire qu'il est mou du tronc et hypertonique des membres. Il se retrouve ainsi démuni face à son manque de compétences motrices, un peu comme une tortue sur le face à la gravité. L'élaboration corporelle se construira du centre vers la périphérie, à l'image d'une étoile de mer, donc proximale vers le distal, et pas le contraire. Tout commence par lui redonner conscience de son centre, situé dans son bassin, ce qu'on appelle en aptonomie la base, sa base. On est porté à partir de sa base, avec l'intention de le soutenir jusqu'au sommet de sa tête. Cela déclenche le réflexe spontané de redressement de sa colonne. Quand je porte, mon intention est de le soutenir. Et pour qu'un enfant se sente porté, eh bien, il faut qu'il se sente soutenu à sa base. Donc après, peu importe comment je le porte, mais c'est important d'aller lui rappeler que ça va. Enfant avec l'intention de soutenir le redressement de sa colonne. Il est ainsi capable de tenir sa tête, et ce, dès la naissance. Son tronc est spontanément plus tonique, il fait l'expérience de son axe, son regard est plus affûté, et son élan vers l'autre stimulé. Pas d'expérience de l'axe sans expérience du soutien de la base. Soutenir. C'est très important la notion de l'axe parce que c'est à partir de la conscience de son axe vertébral qu'il va pouvoir construire après toutes les coordinations au bas, latéralité, homolatéralité, dont il va avoir besoin pour tout ce qu'il attend en termes de motricité. Lorsque je prends l'enfant dans mes bras alors qu'il est allongé sur le dos, je vais inviter l'enfant à se mettre sur le côté à partir de la main qui soutient sa base pour ensuite initialiser le mouvement de soulèvement dans une dynamique de propulsion. Donc un enfant qui est allongé comme ça, je le contacte, je vais lui proposer de se mettre sur le côté. Là, tout de suite, il mobilise sa tête. On sent dans les mains là, qu'il mobilise son tonus musculaire au niveau du tronc, donc ça va chercher son tonicité du tronc. Et l'intention, c'est pas de tirer comme ça, c'est un équilibre, mais c'est de propulser l'enfant. Et en propulsant l'enfant, c'est une façon de parler, et cette intention-là, ça va aller chez lui chercher l'axe et la conscience de l'axe. Et il redresse sa tête, ça lui met les yeux en face des trous, et il est dans une appétence, dans une ouverture au monde. Quand je vais le reposer, c'est pareil. Je vais éviter de le poser comme ça. Cet enfant, il n'a pas des yeux derrière la tête. Et en fait, là, on a tendance à porter les enfants comme ça. Et là, il ne se sent pas porté, lui. Il est complètement dépendant de la personne qui le porte. Et quand je le pose comme ça, donc il n'a pas des yeux derrière la tête, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc il est complètement dépendant de la personne qui le porte. Et soit il est mou, soit il est hypertonique, il réagit. Mais il n'est pas acteur de ce qui se passe, il subit. Donc ça paraît important je veux le poser à plat dos, je lui fais prendre conscience de son pied, je lui déroule le bras, je l'accompagne. Il va très vite avoir le réflexe de dérouler son bras.
il va regarder, il tient sa tête, je le dépose, et là, en toute sécurité, je le mets sur le dos, et je suis en interaction avec lui. Et la dernière main qui s'en va, c'est la base. OK. Et tu lui fais un petit bisou. Éventuellement. Ouais, donc, oui, non, ça, OK. Si à chaque fois que je le prends dans mes bras, je lui fais vivre l'expérience de la spirale, hop, hop, ce mouvement s'inscrit en lui tous les jours, chaque jour, et ouvre la voie du retournement futur. Parce qu'il va falloir qu'il trouve ça en lui, le retournement. Hop là. Et là, quand il s'est retourné, la vie change pour lui. Il va pouvoir voir en perspective. Sans mes lunettes, c'est mieux. De loin. Voilà. Tant qu'il est sur le dos, il a une vision panoramique, là. Voilà. Okay. Dès qu'il se retourne, il va pouvoir voir en perspective. Son regard va stimuler sa motricité, mais ça m'intéresse. Et il va trouver le moyen d'y aller. Et dans l'accompagnement autonomique, on va, à chaque étape, lui donner des supports pour qu'il puisse trouver par lui-même le chemin. Et on va accompagner les parents pour qu'ils osent proposer ça. Apprendre à faire pour qu'ils puissent faire. Pour l'aider à se libérer de son hypertonicité segmentaire, physiologique, et favoriser l'appréhension des objets puis l'appréhension fine, nous éviterons de tenir, ou pire de le tirer par les pieds ou les mains, ce qui déclenche immédiatement un réflexe de rétraction du membre. Nous le solliciterons plutôt à partir de ses hanches et de ses épaules. Voilà, il se construit du centre vers la périphérie. Donc on voit souvent ces pratiques, hop, je fais un change, hop, je le tire par les pieds. Et là, ça le maintient dans une hypertonie. Donc la proposition, c'est des propositions simples, hein. C'est d'aller alors c'est pas très pratique, là, c'est de le solliciter par la hanche ou par l'épaule et éviter de tirer par les pieds. Alors au début, on se met les doigts dans le caca, mais c'est pas grave, après on prend le truc. Ah, bon alors donc on imagine que le bébé est posé sur un plan, et en fait, je vais éviter de le tirer par les pieds, ce qui paraît pratique pour le changer. 3 minutes? OK. Et donc je vais aller le solliciter par la hanche. Pareil pour les épaules. Et plutôt être dans le repousser plutôt que dans le tirer. Alors on en reparle dans les discussions. On en parle dans les discussions, oui. Ouais. Cette approche autonomique n'est pas simplement technique, comme elle pourrait le paraître avec ce que je vous présente. Donc ça, c'est important. Elle ne se limite pas à la maîtrise de gestes adaptés au bon développement de l'enfant, ce qui serait déjà pas mal. Elle propose un dialogue permanent dans la rencontre. Lorsque j'invite l'enfant à étirer son bras pour l'habiller, par exemple, j'attends et tiens compte de sa réponse. Soit il dit oui, en allongeant son bras, soit il dit non, en le retirant. Dans ce cas, je vais dans son mouvement de non pour le réinviter dans le mouvement initial proposé. Un dialogue tonique s'installe dans lequel chacun existe et s'exprime. De même, dans l'invitation à se mettre sur le côté, il peut dire non en s'opposant avec son épaule contralatérale dans un mouvement inverse. Alors je vais dans son sens pour le réinviter secondairement dans le mouvement initialement proposé. S'il répond dans le bon sens, je finalise le mouvement avec lui et le mouvement est d'une simplicité et d'une fluidité incroyable. Voilà, on reste dans ce dialogue, on reste dans la rencontre et dans cette réciprocité de réponse. Être ensemble dans une réciprocité de présence et de mise en mouvement avec et vers l'autre. Tout cela ne se cogite pas, mais se ressent. Et je finis. Bien sûr, on ne peut pas toujours être dans cette dynamique de rencontre. À l'inverse, on ne peut pas, en tant que parent, ni même soignant, se limiter à une dynamique de soins et d'efficacité. Il n'existe pas de petits gestes. Tout est expérience pour le tout petit. Les moments de quiétude et de complicité ne suffisent pas à nourrir la rencontre. Les gestes du quotidien, en complicité de présence, nourrissent l'enfant d'une grande sécurité nécessaire à son épanouissement. Et je finirai avec une phrase que j'ai découverte il y a 40 ans pendant mes études de Dr. Winnicott, un bébé n'existe pas,
tout seul. Alors, allons à sa rencontre. Merci de votre attention et merci pour votre engagement envers le bien-être de tout petit. Alors, notre discutante va être amenée à faire pas mal de commentaires, semble-t-il. Voilà, j'essaie. Ouais. Voilà, vous m'entendez bien? C'est bon, hein? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu des échanges préalables autour de cette présentation. En tout cas, je remercie ces deux excellentes présentations de mettre vraiment l'accent sur ce qui vient du bébé, hein. Donc, c'est vrai que les travaux actuels vont de plus en plus loin sur des choses qui peuvent être remarquées très précocement au niveau du bébé et c'est extrêmement passionnant et intéressant en termes de prévention et de prise en charge. Voilà. Et je soulignerai aussi qu'il y a un pouvoir d'action non négligeable au niveau du bébé quand on sait l'écouter, le regarder et l'accompagner, hein. Là, on voit bien comment la question du portage, la physique est importante, mais du portage et des enveloppes aussi psychiques, voilà, parce que c'est un bon partenaire, le bébé. En général, il est plutôt OK avec des propositions ajustées pour l'aider. Donc, il est vraiment à être utilisé et ça, vraiment, je trouve que vous le pointez tout à fait bien. Après, notre discussion était vraiment... Alors, au départ, je me suis formée à la systémique. J'ai toujours été très intéressée aussi par tout le champ neuroscientifique. Et puis là, maintenant, je vais plutôt vers la psychanalyse et l'analyse, hein. Donc, je suis dans différents mouvements de mon parcours. Voilà. Et quand même, en tant que systémicienne de base, la question des boucles et des interactions et des systèmes, hein, continue vraiment de m'intéresser, hein, ce que je retrouve aussi dans la question du parcours analytique. Et donc, c'était un peu le sujet de notre discussion parce qu'en fait, pour moi, en fait, on est dans un système, là, on est dans un système, alors, et somatopsychique, hein, c'est-à-dire moi, je pense que tout est toujours très intriqué, hein, entre ce qui vient du psychisme, du somatique et comment ça s'exprime, et aussi dans nos prises en charge. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir que nous, on est à un point du système, hein, donc on peut prendre du point de vue, par exemple, du système moteur proprement dit, hein, au niveau, par exemple, de l'approche kinésithérapeutique, en tout cas, qui a été présentée, voilà, comme on peut le prendre à un autre point de vue. Moi, ce que je trouve important, c'est de savoir qu'on agit à un point de vue qui est plus global, voilà, et qu'il faut, voilà, et qu'on peut des fois avoir besoin de s'entourer des autres points de vue, ou des fois non, parce que des fois ça suffit d'agir à un niveau du système pour changer le reste du système, et ça c'est une vraie réalité. Et après, alors moi ça m'a fait associer pas mal aussi à la question de l'œuf et de la poule, hein, qui a été évoquée tout à l'heure, hein, parce que où ça commence? Par exemple, il y a des altérations dans les mouvements généraux. On repère des choses très précocement au niveau, par exemple, de l'allaitement, hein, ça, c'est des réalités. C'est vrai qu'il faut davantage soutenir les parents à cet endroit-là et je pense que notre culture française, peut-être, n'est pas encore assez encourageante sur la question de l'allaitement. Je vous invite à lire un petit que sais-je que j'avais lu il y a un petit nombre d'années sur la question de la maternité en France, avec l'exception française, hein, qui est qu'on a été quand même, nous les pionnières et les Françaises, à plutôt déléguer l'allaitement, la parentalité, hein, dans des périodes, ce que n'ont pas fait d'autres pays. Donc c'est intéressant. Je me dis, est-ce qu'on en a encore un reliquat aujourd'hui, hein, voilà, ça c'est une question que j'ouvre. Et donc, c'est la poule ou de l'œuf, c'est où ça commence. Est-ce que ça commence à l'utéro? Il se passe plein de choses in utero. D'ailleurs, je vous invite à aussi écouter le podcast In utero, hein, où il y a tous les travaux de Marie-Claire Busnel. Alors moi, je n'ai pas exploré ces recherches de façon scientifique, je les ai entendues à la radio, mais je trouvais ça quand même vraiment magique de comment elle a fait des études sur le fait que les pensées de la mère pouvaient influer quelque chose au niveau du bébé, hein. Et après, je fais aussi de la musique, comme le collègue sage-femme. Et il y a aussi tous des travaux, d'ailleurs, par un laboratoire du CNRS à Lyon, sur la musicalité in utero, hein, la vie fœtale, hein. Et donc, c'est quand on parle de la cellule à 5 semaines qui commence à faire des mouvements, hein, là, il y a quelque chose déjà de musical. Il y a un rythme qui s'inscrit, c'est très, très précoce. Donc, ils sont passionnants, les travaux du CNRS, là. C'est un petit livre qui s'appelle La symphonie neuronale. Enfin, moi, je trouve ça génial, tout ce qui se passe déjà. Donc, en fait, il se passe déjà plein de choses avant, hein, et donc, et peut-être encore avant, en fait, on ne sait pas. Enfin, moi, voilà, je pense qu'on est toujours dans une boucle et on ne sait pas vraiment où ça commence. Donc, c'est un petit peu le commentaire que j'avais envie de faire, c'est de rappeler ça et que on est à un endroit de cette boucle. Voilà, et puis on va tous agir pour le bien du bébé. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je crois qu'il y a des questions sur le chat. Oui, alors du coup, je prends la dernière, hein, désolée, mais c'est dans la continuité. Est-ce que vous pouvez nous redire la référence de l'ouvrage sur la maternité? Alors, c'est une histoire de la maternité en France et c'est un petit que sais-je. Okay.
Voilà. OK. Merci. D'autres questions dans la salle ou à distance? Alors à distance, oui. Il y en a vu une juste avant. Oui. Une personne qui dit il y a des soins essentiels comme moucher l'enfant qui est malade, qui peuvent être répétés plus et qui mettent la DIAD en grande difficulté. Donc pleurs, contraintes physiques, peur de faire mal, etc. Comment trouver le juste milieu? Ça, c'est les kinés, s'il y en a ici là, qui peuvent répondre. Je vais répondre. Vas-y. Un mouchage qui est fait comme il faut, les bébés au cabinet, ils pleurent pas pendant les mouchages. Donc, envoyez-les en kiné. Il y a des moyens que le mouchage se passe bien. On voit aussi des jeunes avec mucoviscidose, par exemple, qui se mouchent seuls à 18 mois et tout se passe bien. Ça peut être un soin juste d'hygiène quotidienne, mais ça demande du boulot et ça demande un accompagnement. Et logiquement, les kinés respi sont bien formés pour ça. OK, oui, c'est indispensable parce que bon, on est mieux quand on a débouché. D'autres questions dans la salle? Oui. Si tu peux te présenter. Voilà. Tu appuies sur le bouton à côté de toi et tu parles près du micro, s'il te plaît. Bonjour, merci pour la présentation. Romain Pommier, je suis psychiatre d'adulte à Saint-Étienne. Je voulais rebondir sur les chiffres que vous aviez donnés là, de 70 à 30%, c'est ça, vous disiez honnêtement, je me posais la question de la place des autres parents ou des pères, mais je sais qu'il n'y a pas que des pères, des fois dans le coparent, qui donnent le biberon. Et du coup, je me posais la question dans la consultation que vous aviez, si vous voyez pas forcément la femme qui allaite, mais l'autre parent qui le nourrit avec un biberon, sur ses préoccupations posturales. Voilà. Oui, je reçois toujours avec le coparent, donc que ce soit un papa ou une autre maman. Vraiment, les patterns moteurs qui sont mis en place entre le biberon et le sein sont vraiment pas les mêmes. Et donc, il y a pas mal d'enfants en fait, qui ont des difficultés au sein et qui ont moins de difficultés au biberon. Et en même temps, c'est moins intéressant le biberon parce qu'en termes de sensorialité, etc., c'est moins stimulant aussi. Donc, c'est un peu assez complexe. Et sur l'histoire du biberon, il faut aussi savoir que sur vraiment la production de lait, tout simplement, le fait de tirer son lait est beaucoup moins efficace que le bébé parce que, pareil, c'est une histoire de neurotransmetteurs. L'ocytocine et la prolactine sont beaucoup plus présentes quand c'est le bébé qui tète. Donc, le coparent a vraiment une place hyper importante, mais c'est vrai que nous, on accompagne plutôt à ce que le coparent soit soutenant de l'allaitement plutôt que d'aller hyper vite sur du bib. Et bien sûr, favoriser le plus possible le lait maternel 100% pendant, si possible, les 6 premiers mois. Mais on sait que en France, c'est difficile. Voilà. Mais oui, je reçois les deux parents pendant mes consultations. Ouais. D'autres remarques, d'autres interventions? Oui, alors à distance. Du coup, à distance, il y avait une question pour Cyril Philippe. Pouvez-vous développer l'intérêt de la prise en charge précoce des TND dans un exemple comme le TDAH? Enfin, vu l'heure à laquelle... Alors, c'est peut-être là, on est chez le bébé. Hein. En fait, c'est l'objet de ma thèse. Donc, du coup, tu peux répondre. OK. Ouais. Tu as... J'ai orienté vers Monsieur Philippe, vu l'heure du poste de... Voilà, qui correspondait avec son intervention, mais peut-être que ça t'était adressé quand même. Oui, c'est l'objet de ma thèse. Pour le moment, dans la littérature, on n'a pas de consensus scientifique. Le consensus scientifique sur les signes précoces, c'est dans l'autisme, avec des signes surtout moteurs précoces, parce qu'on sait que les enfants avec TSA présentent notamment des troubles posturaux et des troubles du contrôle postural et de les capacités de redressement. Et donc, on trouve des troubles, en tout cas dans les mouvements généraux, dans l'organisation posturale des enfants avec TSA. Dans le TDAH et le trouble de la coordination, on n'a pas encore de consensus. Et c'est tout le sujet de ma thèse. Vous pouvez aller voir notamment les travaux de Aders Algra, qui est une chercheuse en Hollande, qui écrit beaucoup sur les TND et qui a proposé notamment une étude, une échelle précoce qui s'appelle la SINDA, qui permet de mettre en avant à partir de 16 jours de vie, je crois, et que vous avez la Belay aussi qui met en avant les troubles moteurs et les troubles de l'engagement moteur. C'est surtout ça, en fait, dans les TND qui questionnent. C'est vraiment l'engagement et l'appétence pour le moteur qui est moins présente, alors que c'est vraiment au cœur du développement de l'enfant. Voilà. Cyril, tu veux compléter ou... Non, pas particulièrement. Du coup, la même personne demande juste, mais quels sont les plus pour leur avenir?
Alors, du coup, ce qu'on sait, par contre, c'est que un enfant qui a des beaux mouvements dans les tout premiers mois a une cognition et une attention qui sera plus développée en âge scolaire. Donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est surtout qu'un enfant avec TDAH, on peut imaginer que ses mouvements généraux sont plutôt subnormales, avec plutôt une instabilité posturale, avec une hypervigilance, une hyperextension, etc. C'est vraiment des hypothèses. On n'a pas du tout au niveau littérature. Moi, au niveau clinique, c'est un truc que je vois, mais voilà, on prend vraiment avec des pincettes. Et il faut se dire que si on aide à avoir une stabilité posturale, et ben potentiellement l'attention à la base, la première chose que le bébé fait, c'est de regarder sa main un petit moment, et là, il a de l'attention. Et si un bébé, il est empêché dans ses toutes premières capacités attentionnelles, et même dans l'interaction, tu imagines une instabilité posturale, tu ne peux pas regarder ton parent suffisamment longtemps parce que tu te fais embarquer par ton schéma d'hyperextension, etc. Et donc, c'est la base de l'attention. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que entre les psychomotes et les kinés, de soutenir ça, et ben en fait, ça peut être tellement plus riche que juste lui apprendre à tenir sa tête au centre, quoi. Voilà. Alors, une question sur ma gauche, là, présente-toi. Je me présente. Ah bah. C'est toujours Françoise Lucie Animatret, psychiatre et longtemps travaillé en périnat, psychanalyste aussi. Je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, mais je me dis, je ne suis pas du tout contre le dépistage précoce, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui marque profondément désormais. Bon, moi, j'ai travaillé en périnat depuis 40 ans à peu près, donc je trouve qu'il y a quelque chose qui marque beaucoup la rencontre des parents. Michel, tu parlais tout à l'heure du regard inquiet. C'est-à-dire que l'inquiétude est tout le temps là. C'est-à-dire qu'on est dans un dépistage de quelque chose tout le temps, tout le temps. Enfin, bon, il y a certains parents quand même qui arrivent à s'en sortir, mais nous, on voit beaucoup de parents qui arrivent avec, bon, alors l'autisme, il y en aurait un enfant sur, enfin même 9 enfants sur 10 presque, mais il y a quelque chose, moi, qui me gêne dans le fait que ça fige une espèce d'étiquette, au moins dans le regard des parents. Et que quand on a des parents qui arrivent avec un enfant, ils disent, ils n'ont plus un enfant, ils ont un TDAH, ils ont un TSA, ils ont, je ne sais plus toutes les... et l'enfant disparaît derrière. Et je me dis que la possibilité de la rencontre est très, très empreinte de ça. Voilà. Bon. Sophie, vas-y. Oui, alors pour rebondir, moi, c'est pour ça que je parlais un petit peu du cercle et de où ça commence, parce que moi, par exemple, j'ai des exemples de bébés, je trouve qu'ils ont une capacité à mettre en scène avec leur corps, comment dire, la problématique à l'œuvre dans la triade et dans le psychisme. Hein, donc, par exemple, j'ai en tête là un bébé, il y avait une mort fœtale, donc c'était oui, une mort fœtale in utero. Hein, et ce bébé, donc, il avait des difficultés de succion, donc on peut le prendre sous cet angle-là, etc. Mais c'est un bébé qui, dans les bras de la mère, en tout cas, et des parents, faisait le mort. Hein, il avait les bras qui se relâchaient comme ça, franchement, on avait l'impression d'un bébé mort. J'en ai un autre en tête, là, qu'on a en soin en ce moment. Les parents s'écharpent pour avoir la garde du bébé. Hein, voilà, c'est leur truc. Voilà. Et bien, ce bébé, quand la mère le prend dans les bras, il est comme ça, les bras écartés. Voilà. Et ben, je me dis, donc, vous voyez, c'est intéressant, la question de l'angle du neurodéveloppement. Et en même temps, cette capacité à mettre en scène la problématique psychique, elle est là aussi. Et c'est là où je dis qu'il faut prendre tous les bouts pour en faire quelque chose qui ait du sens. Voilà. Cyril va peut-être compléter et conclure. Une lourde responsabilité. Bon, je voulais juste apporter, ce qu'on oublie souvent, c'est la qualité de présence, en fait. Et pour qu'un enfant soit là, revienne là, il faut que les adultes qui soient là, dans la présence. Et alors, je vais prendre l'exemple rapide d'une patiente, je reçois le couple avec leur enfant, c'est un deuxième. C'est une petite fille, ils ont un premier garçon de 3 ans. Maman fatiguée, on est à un mois de vie de l'enfant. Donc, elle l'a au sein. Et elle me dit, avec beaucoup de désespoir, mais en fait, j'arrive pas, depuis la naissance, j'arrive pas à capter son regard. Et la regarde, dès que je cherche son regard, j'ai l'impression qu'elle m'évite. Et donc, l'enfant, effectivement, regarde en l'air, au-dessus, là, comme ça. Évite son regard et elle me lâche comme ça, là, comme un pavé sur la mare. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Donc il y avait le conjoint à côté. Bah, voilà. Alors je lui dis, on va
on va se poser. Et chacun, alors ils ont eu un accompagnement prénatal, hein, donc c'est pour ça que je me suis permis ça. Et donc je leur ai dit, bon, on va se mettre dans notre base, chacun. On était 3 autour de l'enfant. On va se mettre là, on va se remettre en conscience dans notre base. Ok, on fait ça, on descend. Et là, et je lui dis, ton bébé, recontacte-le au travers de ta base comme quand elle était dans ton ventre, en présence. Et là, tout le monde descend, on sent déjà que ça se pose, là, on est moins psychique. Ça se pose, et l'enfant, hop, capte le regard de sa mère, instantanément. Et donc, j'étais scotché, moi aussi. Et en fait, on est juste revenus là, tous les 3 autour d'elle. On a lâché la présence. Et la présence, c'est sensoriel. Et ça ramène les enfants là. Et en fait, cette petite fille, alors après c'est une interprétation de ma part que j'ai gardée pour moi, elle cherchait sa mère là où elle était. Elle était dans ses pensées, dans son hyperactivité, le bien faire, et elle ne m'aime pas là, dans les pensées. Elle était là, mais perdue. Et quand maman est revenue là, sa fille l'a recontactée. Sa fille, elle l'a cherché juste, sa maman. Merci beaucoup, Cyril. Excellent. Ça tombe bien parce qu'on va parler de cas cliniques avec Noura Desmarchelier. On vous remercie tous.